Bonjour à tous, merci de nous retrouver ce matin pour une demi-heure de direct. À 20 jours des élections législatives en Israël, nous nous sommes posé la question du vote arabe israélien. Pour qui votent les Arabes en Israël? Les leaders des communautés ont-ils des consignes de vote à donner aux populations? Et si oui, lesquelles? Nous en parlerons en première partie d'émission avec Samir Benlayachi, notre spécialiste du monde arabe. En deuxième partie, nous serons avec François Beaune, un homme en quête d'histoire vraie autour de la Méditerranée, un projet qui fait parler. Mais l'on commence tout de suite avec les titres de l'actualité et Maxime Pérez qui nous a rejoint en ligne. Maxime, bonjour. Bonjour Nathalie. Vous êtes notre spécialiste défense. Merci d'être au téléphone avec nous ce matin pour nous parler notamment des événements qui se sont déroulés cette nuit à Naplouse. Que s'est-il passé exactement ? Eh bien écoutez, des affrontements extrêmement durs entre des forces de sécurité palestiniennes déployées en nombre dans le centre-ville de Naplouse et de jeunes émeutiers palestiniens qui protestaient contre une décision du gouvernement de Salam Fayyad. Cette décision, elle exempte les Palestiniens vivant dans les camps de réfugiés de payer leurs factures d'électricité. Mais cette mesure ne concerne pas tous les autres Palestiniens habitant dans les grandes villes palestiniennes de Cisjordanie. Et bien entendu, cela a provoqué cette réaction de colère et ces affrontements extrêmement sérieux qui ont duré une partie de la nuit. On le voit bien aujourd'hui, les forces de sécurité palestiniennes face à une autorité palestinienne qui semble vraiment toute proche de la banqueroute. Eh bien, c'est le dernier maillon qui maintient cette autorité palestinienne en vie et qui évite un embrasement des territoires palestiniens. Alors, vous l'avez dit, plusieurs personnes parmi les forces de sécurité qui ont donc été blessées. Elles ont donc été malmenées à Jenin notamment. Est-ce qu'on est face à une intifada qui se cache, une intifada qu'on ne voit pas? On parlait également hier de ce qui s'est passé donc à Jenin avec l'opération de Tsahal. Absolument. Pour la première fois, les forces de sécurité israéliennes sont intervenues en plein jour alors qu'elles mènent des opérations régulièrement dans les villes palestiniennes, mais souvent la nuit, des opérations limitées en coordination avec les forces de sécurité palestiniennes. Et bien cette fois, en plein milieu de l'après-midi, des commandos des forces spéciales israéliennes, des unités Mistaravim déguisées en palestiniens, ont agi sans coordination avec les forces de sécurité palestiniennes et sont venus rechercher un suspect membre du Hamas. Il faut savoir aujourd'hui que le Hamas et le djihad islamique tentent par tous les moyens en Cisjordanie de rebâtir les infrastructures qui étaient les leurs au moment de la deuxième intifada il y a 10 ans. Et quand je parle d'infrastructures, il s'agit d'ateliers de fabrication d'explosifs, de caches d'armes qui pourraient potentiellement bien sûr servir à des attentats, à des attaques à l'arme automatique, à des attentats suicides. Et cela est très inquiétant d'un point de vue sécuritaire. Et cela prouve qu'Israël est aujourd'hui face à une situation extrêmement périlleuse. Les territoires palestiniens sont réellement au bord de l'explosion. Des tensions donc dans les territoires. Merci Maxime d'avoir été avec nous ce matin. On se permettra de vous recontacter un peu plus tard pour savoir où en est la situation. Merci à vous. Et on continue donc avec la suite des titres de cette actualité et un sondage. Les Arabes seront plus nombreux que les Juifs en Israël d'ici la fin de la présente décennie, donc d'ici la fin 2020. C'est ce que déclare en tout cas le Bureau central de statistiques. L'agence a annoncé que 5,8 millions d'Arabes habitent actuellement en Israël, en Judée-Samarie et dans la bande de Gaza, ainsi qu'à Jérusalem. Compte tenu des taux de natalité qui prévalent actuellement, les deux populations seraient égales en 2016 et en 2020, les Arabes l'emporteront donc en nombre sur les Juifs israéliens avec une population de 7,2 millions par rapport aux 6,9 côté israélien. L'année 2013 a débuté dans la violence en Syrie avec une série de raids aériens de l'armée contre les bastions rebelles à la périphérie de Damas et la fermeture de l'aéroport d'Alep après la multiplication des attaques rebelles. C'est la première fois que cet aéroport dans la ville d'Alep, la deuxième ville du pays, est fermé depuis le début du conflit. L'aéroport de Damas avait connu des perturbations en raison des violents combats qui avaient gagné fin novembre les abords de la route y menant, mais avait été resté ouvert.
La source provient des rebelles syriens. Cette nuit, le Hezbollah, l'organisation terroriste présente au Liban, aurait tiré des roquettes vers la Syrie. Selon toute vraisemblance, cela n'est pas la première fois que le Hezbollah utilise des roquettes contre les rebelles qui luttent depuis maintenant près de 2 ans contre Bachar el-Assad. Les États-Unis étaient en passe hier d'éviter la cure d'austérité forcée du mur budgétaire grâce à un compromis adopté dans la nuit de la Saint-Sylvestre par le Sénat. Mais le texte doit encore être adopté par la Chambre des représentants où les républicains semblent particulièrement réticents. Le texte prévoit une hausse des impôts pour les plus riches. Le taux d'imposition passera de 35% pour les foyers aux revenus supérieurs à 450 000 $ par an. Mais laisse en suspens de nombreuses questions avec le report notamment de 2 mois de l'échéance sur des coupes claires automatiques dans les dépenses publiques, en particulier militaires. On en vient à notre premier dossier du jour. Un Israélien sur 5 est arabe. Pour qui vont-ils voter dans 3 semaines lors du renouvellement de la Knesset? Samir, vous êtes allé à Yafo, un quartier arabe donc de Tel Aviv. Vous avez aussi rencontré des leaders politiques arabes. Et puis finalement, la question qu'on doit se poser, c'est pas forcément pour qui les Arabes israéliens vont-ils voter, c'est plutôt pour qui ils ne vont pas voter, puisqu'il semble y avoir un taux d'abstention prévu assez important. Oui, à peu près 50%, c'est-à-dire 50% des gens qui ont le droit de vote ne vont pas voter pour exprimer leur ras-le-bol, pour exprimer leur mécontentement. Leur mécontentement par rapport à quoi? Par rapport au gouvernement israélien, par rapport finalement au printemps arabe ambiant qui se réfléchit également? Oui, il y a d'abord le gouvernement israélien qui devient raciste selon leur propre terme, même fasciste. C'est-à-dire le mot fasciste est revenu plusieurs fois. Et puis, je dirais que le printemps arabe aussi a joué un rôle très important parce qu'il se demande où on est là. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé vraiment? Est-ce qu'on va continuer à voter de la même façon? Est-ce qu'on est là à part c'est-à-dire on n'est pas... on ne va pas dans le même sens avec le monde arabe. Est-ce qu'on est avec eux ou ne pas avec eux? Donc, c'est ça la question. Donc, finalement, des doutes sur la capacité du gouvernement israélien à répondre aux attentes. Et puis, on l'a vu ce matin, les véritables attentes des Arabes israéliens, c'est aussi sur la question économique, le coût de la vie. On a vu les manifestations cette nuit à Naplouse qui en sont donc largement, qui s'en font l'écho. Au cours de ce début de campagne, au moment où la dissolution de la Knesset a été annoncée, il y a eu certaines velléités de rassembler les partis arabes sous une même couronne, sous un parti global. Où ça en est? Oui, on a essayé, il y a des tentatives de rassembler les 3 grands partis dans un seul parti influent et qui dira son mot, mais ça n'a pas marché. Non seulement ça n'a pas marché, mais entre-temps, on a vu d'autres petits partis qui ont vu le jour. Donc les voix, ils sont plus dispersées qu'avant. Donc au lieu de se réunir, les voix ont été encore plus disparates et dispersées. Et finalement, l'union n'a pas eu lieu. Oui, parce qu'il y a des voix qui disent peut-être on sera plus influent si on est plus divers, si il y a plusieurs voix. C'est-à-dire on sera plus fort dans notre diversité, si vous voulez. Alors justement, la diversité, c'est ce que vous nous avez montré dans ce reportage. On le regarde et on en reparle juste après. Le vote arabe est très convoité. Pour le conquérir, les 3 principaux partis arabes israéliens ont tenté de s'unir ces derniers mois, mais ils ont échoué à trouver un accord. Pour Sami Shahada du parti Balad, la force des partis arabes réside dans cette diversité. Les 3 grands partis arabes représentent 10% de la Knesset. L'intérêt d'avoir plusieurs partis veut dire qu'on aura davantage de députés et comme ça on pourra avoir davantage d'influence et empêcher l'hégémonie de la droite radicale. Pour certains de leurs leaders, les Arabes doivent au contraire renoncer au communautarisme pour mieux faire entendre leur voix.
Je suis d'abord devenu membre du Parti travailliste dans les années 90, au temps du Premier ministre assassiné Yitzhak Rabin, paix à son âme. Je voulais avoir une influence, c'est pour cela que j'ai choisi d'intégrer un grand parti, influent comme le Parti travailliste. Moi, c'est le quotidien des gens, les pauvres, les enfants, les femmes qui m'intéressent. Appartenir à un grand parti permet de faire bouger les choses. Les islamistes ont appelé au boycott des prochaines élections, ce qui réfute Mohamed Najm. On n'a jamais appelé au boycott. Nous, on ne va pas voter. Les gens, eux, sont libres de voter ou non. Et ceux qui veulent voter, je préfère bien sûr qu'ils choisissent les partis arabes. Mais quand on pose la question à la rue arabe, la principale préoccupation, c'est... L'économie, les gens ne savent pas comment finir le mois. Regardez par exemple le parti Chasse. Eux, ils aident les pauvres et les nécessiteux, les familles nombreuses. Chasse aide même les Arabes. Moi, je connais des Arabes qui votent pour Chasse parce qu'ils les aident économiquement. Selon les sondages, l'abstention devrait atteindre de nouveaux records aux prochaines élections. Moins de la moitié des Arabes israéliens iront voter. Alors, des Arabes qui votent pour le parti Chasse, une nouvelle qui prête à sourire. Les autres, pour qui ils votent de façon générale? On a vu dans votre reportage qu'il y a ceux qui renoncent au communautarisme et qui disent non, il faut voter pour les grands partis israéliens et puis s'immiscer également dans ces partis pour avoir plus de voix, pour pouvoir faire porter notre voix, et d'autres qui disent non, non, il faut se concentrer sur les partis arabes que l'on a, les développer, les renforcer, puisqu'ils représentent quand même 10% des députés de la Knesset. Bon, je crois que la majorité des Palestiniens d'Israël votent pour les partis arabes. C'est vrai, il y a des minorités qui votent peut-être pour Chasse. Mais celui qui a parlé de Chasse, c'est un contre-exemple qui est intéressant. C'est-à-dire pour ne provoquer un petit peu. Mais au fond de lui, parce que moi je lui ai parlé après, il m'a dit non, c'est vrai, c'est pas seulement pour vous provoquer, mais il y a des Arabes, des Palestiniens d'Israël qui votent pour Chasse parce que Chasse n'est pas un parti raciste. C'est un parti c'est intéressant parce qu'il est le parti Chasse donc donne le sentiment d'être plus proche des préoccupations quotidiennes, donc comme on le voyait, l'économie c'est la préoccupation. Oui, il m'a même dit que Chasse c'est un parti traditionnel, c'est-à-dire la tradition est très importante pour eux et nous aussi la tradition c'est important pour nous et donc on vote parfois pour Chasse. Ça m'a un petit peu étonné quand même. Et les autres, pour qui ils votent? Quels sont les partis qui requièrent le plus grand nombre de voix, outre les partis arabes donc? Peut-être les travaillistes, mais aujourd'hui, comme le drapeau des travaillistes est un petit peu en berne, donc ce sont les grands partis arabes qui reçoivent leur vote, quoi. Donc on aura également la réponse le 23 janvier, en tout cas sur le taux d'abstention. Les préoccupations, au-delà du point de vue économique qu'on a vu boucler les fins de mois, c'est tout de même le souci majeur de la majorité des Israéliens. On en parle aussi dans la campagne au niveau du vote juif israélien. On en parle également au niveau des Arabes israéliens. Quelles sont les autres préoccupations? Est-ce que le conflit israélo-palestinien, par exemple, est au centre des préoccupations des Arabes israéliens? Donc, bien sûr, quand on voit, par exemple, le rapport de l'université de Haïfa, quand on voit même le résultat de ce reportage, c'est-à-dire quand on entend un microphone à quelqu'un dans la rue, c'est vrai que la majorité parle de leur quotidien, parle de cette précarité, que les gens vivent dans la quasi-pauvreté et que le conflit palestino-israélien est quasi inexistant. Il semble bien loin. Mais il faut pas faire des illusions. C'est-à-dire, ce conflit est là, c'est-à-dire la plaie est là. Et donc, quand on parle au quotidien, on parle de l'économie, mais le conflit et la question de l'identité palestinienne et le spectre du racisme de la droite, ce sont des questions qui sont là. Mais quand on parle, quand on leur pose la question, c'est la question de l'économie qui vient au premier lieu. Donc il ne faut pas faire des illusions. Vous parliez de cette enquête de l'université de Haïfa. Elle donne un autre chiffre. 60% des personnes interrogées parmi les Arabes israéliens soutiennent l'entrée des partis arabes israéliens dans la coalition.
Donc finalement, pas de boycott, on le voyait dans ce reportage, pas du tout de boycott, on n'est pas dans cet esprit, on est plus dans un esprit de rassemblement et d'entrer dans la coalition. L'idée, vous voulez, de la coalition avec des partis sionistes juifs. Tout à fait. Donc ce que j'ai remarqué quand j'ai parlé avec les gens dans la rue, je crois qu'ils vont pour une réunion pour les partis arabes entre eux, c'est-à-dire une union des partis arabes, c'est-à-dire c'est presque leur rêve de voir un seul parti, un grand parti. Représenter toute la population. Mais la coalition avec des partis sionistes, je crois que c'est un petit peu, il faut revoir, peut-être même donc contester. Un chiffre à manier avec des pincettes et à prendre avec prudence. Prudence, oui. Merci Samir donc d'être allé à Yafo, d'avoir recueilli ces informations. Vous restez avec nous. On accueille à présent François Beaune. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Samir va rester avec nous parce que, en tant que Marocain convaincu et d'origine, vous allez sûrement avoir quelques questions à poser à François. François, aujourd'hui, vous allez nous parler vous êtes en quête d'histoire vraie. Et c'est un projet que vous avez mené notamment en partenariat avec Marseille et la capitale européenne de la culture en 2013. Alors, depuis hier, mais ça va commencer vraiment le 12 ou le 13 janvier. Il y a une grande fête à Marseille. Et donc, pour ce faire, vous avez décidé d'aller dans plusieurs capitales et plusieurs ports et plusieurs villes du pourtour méditerranéen pour rencontrer les vrais gens qui vous qui ont raconté leurs histoires vraies. C'est quoi une histoire vraie ? Une histoire vraie, ça a été défini. J'ai repris en fait un projet. Je me suis inspiré d'un projet qui a eu lieu il y a une quinzaine d'années, à la toute fin du XXe siècle, et qui a été mis en place par Paul Auster, sur la radio nationale. Et c'est lui qui a donné la définition. Il a dit une histoire vraie, c'est une histoire courte, avec un début et une fin, donc avec une dramaturgie. Une histoire qui nous tient à cœur, nous est chère, parmi le récit de notre vie. Et si on avait une histoire vraie à choisir, ce serait laquelle ? Une histoire à partager avec le reste du monde. Alors, c'est ce que vous avez posé comme question à toutes ces personnes qui sont venues vous rencontrer dans tous ces ports. Vous avez visité de nombreuses villes donc, du pourtour méditerranéen. On a la carte de votre périple. Alors, est-ce que vous pouvez nous commenter un petit peu cette carte ? C'est une carte qui a vieilli. Comme toutes les cartes, elle est toujours inexacte. Elle s'est remplie, c'est ça ? Elle s'est remplie, puis surtout, il y a plus de villes que ça, en fait. J'ai essayé de faire 2 ou 3 villes par pays tout autour de la Méditerranée. J'ai pas pu aller par exemple en Libye ou en Syrie, ce qui était prévu au départ. En Tunisie par exemple, je suis allé à Tunis, bien sûr, j'ai passé beaucoup de temps à Tunis, mais j'étais aussi à Sousse, j'étais aussi à Sfax, je suis passé à Monastir qui est pas un port. En Algérie, j'étais à Oran. Au Maroc, j'étais surtout à Tanger, mais j'étais aussi à Tétouan. J'étais aussi sur la côte atlantique à Casablanca, puisque les histoires vraies de Méditerranée sont ouvertes à l'ensemble du pays. Il n'y a pas de limite précise géographique. Chacun dans le pays peut raconter, peut partager, mettre en commun une histoire vraie dans cette bibliothèque d'histoire vraie qu'on a créée, qui est le site internet. Le site internet histoirevraie.net, où il y a déjà environ 700 histoires vraies. Donc on peut appeler nos téléspectateurs à aller déposer leurs histoires. C'est pour ça que je suis ici. C'est pour dire Alors allez-y, l'antenne vous est ouverte. C'est pour dire à vos téléspectateurs qu'ils peuvent très bien, eux aussi, en allant directement sur le site histoirevraie.net, déposer, choisir parmi le récit de leur vie, de 0 à là où ils en sont, eh bien, une histoire ou 2 histoires qui les a particulièrement touchés, qui les a marqués, qui leur tient à cœur, que ce soit une histoire tragique ou une histoire drôle, une histoire étonnante, extraordinaire, une histoire tout à fait ordinaire de chat qui a disparu, ou une histoire qui croise la grande histoire. Il y a des histoires évidemment de guerre civile, des histoires d'immigration, et des histoires méditerranéennes, mais voilà, chacun choisit parmi le récit de sa vie une histoire qu'il a vécue ou une histoire qu'on lui a racontée et qu'il a envie de partager avec le reste du monde, parce que
considère que cette histoire est importante, qu'elle mérite d'exister. Ces petites histoires qui font finalement la grande histoire, puisque la grande histoire, c'est une accumulation d'histoires de chacun et d'individus. Nous, on en a retenu 2. Une première que l'on va regarder, mais je vais vous demander de la raconter un petit peu. C'est Atik Rahimi, qui est en Afghanistan, à Logar, et il vous raconte un épisode qui lui est arrivé à un professeur d'école. On va le voir d'ici quelques instants, il va nous apporter sa conclusion. Est-ce que vous pouvez rapporter le début de cette histoire? Simplement, moi j'étais à Alger pour collecter des histoires vraies. Je tombe sur Atik Rahimi, qui est un écrivain très célèbre en France, qui a eu le prix Goncourt, etc. Et je lui parle du projet. Parce que moi je suis écrivain en France aussi, j'écris des romans normalement. Voilà, je ne vous ai pas présenté en tant que romancier, mais parce que finalement, ça va sûrement déboucher sur un roman ou sur d'autres... Ça débouchera sur un livre, oui. Mais donc je le rencontre, Atik, et puis je lui parle du projet, qu'il trouve très intéressant, et lui, il fait souvent des voyages comme ça aussi. Et donc il me dit, moi j'ai une histoire vraie qui se passe en Afghanistan. Et de toute façon, les histoires vraies que les gens racontent, c'est pas forcément des gens qui sont méditerranéens. Une histoire vraie de la Méditerranée, ça peut être très bien l'histoire d'un Afghan que je rencontre en Algérie et qui me raconte une histoire qui se passe en Birmanie. On s'en fiche. Puisque c'est dans notre village monde. C'est les gens vivant autour de la Méditerranée qui nous intéressent dans cette bibliothèque. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'il vous raconte, Atik? Et donc, il me raconte cette histoire de comment il a rencontré cet instituteur de village et l'histoire de cette carte, de cette frontière, qui est une histoire universelle comme toutes les histoires. Quand on se place au niveau de l'individu, et c'est vraiment ça l'idée du projet des histoires vraies de la Méditerranée, c'est-à-dire donner la parole aujourd'hui, dans un moment qui est particulièrement chargé historiquement quand même, autour de la Méditerranée, que ce soit les crises du Nord ou le printemps arabe, tous ces changements autour de la Méditerranée. L'idée, l'intérêt, c'est de donner la parole à des individus et de collecter des histoires vraies qui seront archivées dans le MUSEM, le nouveau musée d'anthropologie de Marseille, et d'entendre ces voix, non pas de chercher des histoires vraies de libanaises ou turques ou israéliennes ou marocaines ou espagnoles ou françaises, mais chercher des histoires vraies d'individus. D'individus. Alors voilà. Justement, cette histoire d'Atik, on va écouter sa conclusion dans quelques instants. Je vous raconte un petit peu le début de cette histoire. Un professeur en Afghanistan donne une carte découpée à ses enfants, à ses étudiants, à ses élèves, et leur demande de la reconstituer. La carte est donc découpée. Les enfants ont toutes des difficultés à retrouver ce puzzle et à resituer Kaboul et toutes les villes suffisamment importantes d'Afghanistan pour pouvoir les replacer sur la carte. Et puis finalement, au bout d'un moment, une petite fille lève la main et dit « Moi j'ai trouvé, moi j'ai réussi à former la carte, la suite, écoutez-la ». Ça c'est une histoire simple, mais pour moi ça raconte justement à la fois la situation géopolitique et ethnique en Afghanistan, mais en même temps la solution. Je crois que c'est les frontières, la terre, la carte, tout c'est évidemment les créations politiques, géopolitiques. C'est avec ça, c'est pas avec ça, en dessinant les frontières, qu'on arrive à reconstruire l'Afghanistan après la guerre. Mais en donnant une identité, en réfléchissant à l'être humain. Donc cette petite fille qui reconstitue une carte grâce à un visage derrière, vous me disiez, François, pendant qu'on entendait Atik Rahimi parler, que c'est pas forcément représentatif de toutes les histoires vraies. Je vois Samir hocher de la tête, vous avez des remarques sur cette vidéo. J'allais dire qu'il faut pas peut-être tomber dans le piège de l'histoire vraie, parce qu'il y a plein d'histoires qui ne sont pas vraies, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont fausses, mais qui sont là. Par exemple, mon grand-père, il m'a toujours raconté qu'il a été, lui, expulsé de Grenade. Donc, mais ça ne peut pas être vrai parce que c'est sa famille qui a été expulsée en 1492 en tant qu'une famille musulmane après la chute
de l'Andalousie. Et donc, lui, en 2005, quand il avait Alzheimer, il ne m'a pas reconnu. Il a toujours répété qu'il a été expulsé de l'Espagne. Donc, c'était pas vrai. Mais c'était vrai en quelque sorte parce que c'est l'histoire de sa famille qui est restée là, même quand il m'a oublié, quoi. Donc, c'est le principe même des histoires vraies. C'est-à-dire que la vérité, hein, dans ces histoires vraies, une histoire est vraie à partir du moment où la personne qui raconte l'histoire la considère comme vraie. Exactement. Donc il peut très bien y avoir des histoires d'extraterrestres, il peut y avoir des histoires de djinns. J'ai eu plein d'histoires de djinns au Maroc, à Tanger, avec les pêcheurs. C'est vrai. Il peut y avoir des histoires de fantômes. Alors il peut y avoir des histoires de crevettes il y a des histoires de crevettes, on a une histoire à vous faire écouter de crevettes dans le port, les ports algériens. Racontez-nous un petit peu de quoi il s'agit. Racontez-nous cette histoire. Alors, on l'écoutera plus en détail après. C'est pour dire les vidéos qu'il y a sur le site. La plupart des vidéos sont des vidéos avec des écrivains, ceux qui sont un peu les parrains du projet. Atik Raimi, qui est un écrivain très célèbre en France. Là, l'histoire des crevettes, c'est l'histoire de Shawki Amari. La plupart des histoires vraies sont des sons ou des textes. Hein. Quand vous allez aller sur le site histoirevraie.net, vous allez tomber sur la première thématisation en janvier des histoires, et puis après, vous allez pouvoir surfer dans toute la bibliothèque pour découvrir les histoires. Donc, il y a pas mal d'histoires en hébreu, il y a des histoires en arabe, il y a des histoires en espagnol, en catalan, dans toutes les langues. Voilà. Les vidéos, c'est souvent des écrivains, et donc cette histoire de crevettes, c'est l'histoire de Shawki Amari, et c'est l'histoire des inondations à Bab el-Oued, qui ont fait plus d'100 de morts. D'ailleurs, il y a eu plusieurs histoires très belles sur ces inondations tragiques. Hein. Et cette histoire, c'est du tragique comique. Ce Shawki Amari a décidé d'en parler d'une façon assez particulière du point de vue... C'est de l'humour noir algérien. Et alors, les Algériens, on peut dire que... Alors, je vous propose de regarder ce petit morceau. On en reparle juste après. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a pleuré les morts. On a eu tous des amis morts. Il s'est passé que 2 mois plus tard, on avait des crevettes sur les marchés d'Alger, énormes. Je ne sais pas si on voit bien la caméra, on avait des crevettes comme ça. Bon, la taille moyenne d'une crevette algérienne, c'est ça. On ne parle pas des gambas qui sont un peu au large de la Méditerranée, qui sont sujettes à des gros marchés, qui se font entre espagnols, pêcheurs italiens, etc. Je parle de la crevette algérienne, elle est comme ça. À chaque fois qu'il y a des morts à Alger, on a des crevettes comme ça. Pourquoi ? Parce que ces crevettes se nourrissent de cadavres. Et comme c'est on va pas dire un poisson, un crustacé qui est très cher, à chaque fois qu'il y a une inondation, le prix descend. En gros, 1 kilo de crevettes, ça équivaut à 2000-3000 dinars, ça fait à peu près 30 €. Donc c'est un poisson très cher. Sauf que dès qu'il y a des morts à Alger, la crevette devient très grosse parce que, évidemment, elle s'est nourrie de tous les cadavres qui sont morts. Alors, vous rigolez sur le plateau d'entendre cette façon de raconter finalement des inondations tragiques. Une question que je voulais vous poser, François. Dans tous ces ports où vous êtes allés, dans toutes ces villes où vous êtes allés, qui touchent ou pas la mer Méditerranée, est-ce qu'un air commun s'est dégagé? Est-ce finalement, vous avez vu à votre façon, là aussi, qu'on est dans un grand village? Non. La Méditerranée, c'est une belle idée. Hein, c'est une idée très récente. Hein, c'est une idée colonialiste, disons, on va dire du début du siècle, et qui s'applique pas forcément à toute la Méditerranée. Les gens se sentent pas forcément méditerranéens, en particulier en Israël. J'ai découvert que les Israéliens, en tout cas, ne se considéraient pas vraiment comme méditerranéens. Comme j'ai découvert par exemple que Istanbul n'était pas une ville méditerranéenne. Pour moi c'était évident, hein, en tant que Français j'avais cette impression. Et il faut bien dire que la Méditerranée est beaucoup plus une frontière. Encore aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'histoires d'immigration, hein, des histoires quand j'étais en Tunisie, quand j'étais en Sicile le mois dernier, des camps de rétention, des camps des haragas qui veulent partir de Tunisie. La Méditerranée, pour l'instant, n'est pas une mer qui rassemble, c'est une mer qui sépare les peuples entre le sud et le nord, à mon avis. En tout cas, c'est ce que j'ai vu. C'est ce que vous avez ressenti. Et voilà, c'est... Et en Israël, ça fait 1 mois que vous êtes en Israël? Ça fait un peu moins, ça va faire 3 semaines bientôt. Ouais.
3 semaines. Quelle est l'ambiance que vous avez sentie? Vous avez rencontré des écrivains israéliens? Oui, j'ai rencontré... Edgar Keret m'a raconté 2 histoires magnifiques. J'ai rencontré aussi Moshe Sakal qui m'a raconté l'histoire de sa grand-mère, Yolanda, il a écrit un livre sur elle. Et puis j'ai rencontré énormément de gens. J'ai fait plusieurs kibbutz. J'étais à Haïfa, j'étais à Nazareth, j'étais donc à le kibbutz Ramat David à côté de Nazareth, mais j'étais à un kibbutz qui est tout proche de Tel Aviv, Givat Hashlosha. J'étais au kibbutz aussi très intéressant de juifs tunisiens arrivés au début des années 50. 52. Et donc là aussi, chacun avait son parfum de Tunisie à vous raconter, ou son histoire d'Israël mélangée pour le à coup, toutes ces origines. les juifs tunisiens de ce kibbutz se sentaient méditerranéens. Mais ils avaient aussi cet idéal, cette utopie très, très belle de devenir des paysans, construire un nouveau pays, etc. C'était l'idéal des pionniers que j'ai découvert ici aussi. C'est très intéressant, c'est les kibbutz. J'ai eu beaucoup d'histoires des kibbutz et des histoires aussi. Il y a le gardien du cimetière de Givat Hashlosha qui m'a raconté des histoires très, très, très belles. Alors, toutes ces histoires-là, on pourra les voir sur votre site internet. Ce sera en hébreu, ça. En hébreu, donc pour ceux qui comprennent l'hébreu, il y a donc, on l'a dit, de l'arabe, de l'espagnol, du français, de toutes les langues. Vous voyez cette adresse sur vos écrans, histoirevraie.net. Allez donc y écrire vos histoires. Et puis François, après, se chargera d'en faire un beau livre, peut-être, une pièce de théâtre ou d'autres projets. Il y a plein de choses à Marseille, mais moi j'écrirai un livre qui sortira en octobre en France, chez mon éditeur, chez Vertical. Et on en reparlera. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Voilà, c'est donc sur ces principes, ces maximes que l'on referme cette édition. Merci à ceux qui l'ont préparée, ont permis de la réaliser. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. Excellente journée d'ici demain. Portez-vous bien.